Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle masterclass du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. Pour cette nouvelle masterclass diffusée donc en direct sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, LinkedIn et X, nous avons le plaisir de recevoir Joachim Macias. Bonjour Joachim. Bonjour Louis, bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à cette masterclass. Alors, Joachim, aujourd'hui, on est on va dire au cœur de l'actualité, en tout cas, de l'heure de l'actualité, de l'innovation et de la technologie, puisque tu vas nous proposer une masterclass autour de la Gen AI. Alors, on va saluer le jeu de mots parce que c'est à la fois effectivement les IA génératives, mais aussi la génération, IA, Oui. qui, on va dire, émerge, hein, de l'utilisation et des usages de ces IA et tu appelles ça ces chiffres qui changent tout. Oui, absolument, parce que je vais, profiter en fait de cette masterclass pour, présenter, à la fois, quelques grands concepts autour de l'IA générative, mais aussi, une étude qui est sortie hier, qui est, que j'ai pilotée en fait dans le cadre du pôle Léonard de Vinci et du groupe Talan, TALAN. C'est, l'impact des IA génératives sur les étudiants, et vous verrez, je vais vous présenter, c'est assez stupéfiant. Donc, ça permet en gros, de, répondre aussi à une autre étude, sur laquelle j'ai travaillé, de l'IFOP pour Talent également, qui était, les Français et les IA génératives. Vous allez voir, il y a, des différences majeures et donc c'est pour ça que, ces chiffres changent tout en réalité. Eh ben, écoute Joachim, c'est parti, Gen AI, ces chiffres qui changent tout, c'est ce matin avec le MBMCI et Joachim Macias. Alors, rebonjour à toutes et à tous, ravi, de faire cette masterclass. Je vais commencer par me présenter. Je suis Joachim Macias, je suis, directeur du MBA en intelligence artificielle et data innovation de Vinci Executive Education. C'est-à-dire que nous, on va former en fait dans ce MBA, des apprenants, souvent qui sont en entreprise depuis un certain nombre d'années, mais aussi des étudiants. D'ailleurs, on a eu des étudiants, hein, du MCI, qui, sortaient du MCI et qui sont venus faire le MBA, IA. Et en fait, on va évoquer pendant, près d'une année, tout ce qui tourne autour de, l'intelligence artificielle. Alors c'est énormément, énormément de connaissances et ça permet en fait, quand on arrive en entreprise, d'avoir une excellente maîtrise en fait de cette matière. Et puis par ailleurs, je suis directeur conseil de RM Conseil. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le cabinet RM Conseil, en fait, on conseille des entreprises sur, leur, évolution, sur la compréhension des enjeux technologiques, sur leur positionnement au niveau des messages, mais également on est organisateur de grands événements, dont le Forum de l'intelligence artificielle, qui s'est déroulé le dernier en décembre dernier et également, d'un événement et ça c'est très important puisque, ça va vous montrer aussi qu'on a des préoccupations, sociales et environnementales puisqu'on organise le forum de Giverny, qui est le plus gros événement aujourd'hui en France sur la RSE et également le cercle de Giverny qui est le think tank en fait qui, intervient en amont du forum pour présenter en fait un certain nombre de propositions, notamment aux autorités, publiques et dans ce cadre-là, donc on va être attentif à la fois aux enjeux, technologiques qui peuvent faire avancer en fait la société, mais aussi à leur impact, en termes, social et environnemental. En ce moment d'ailleurs, on travaille, au sein du cercle de Giverny sur un groupe de travail, qui s'appelle, IA, responsable et dans lequel on réunit, des, dirigeants d'entreprises, de très grandes entreprises, également des associations et donc on va réfléchir en gros à quel est l'impact de ces technologies dans la société. Et puis, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a quelques instants, en fait, j'ai piloté une étude, dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Hyperion, qui réunit le pôle Léonard de Vinci, notre MBA en intelligence artificielle, et également le groupe Talent et notamment le centre de recherche et innovation du groupe Talent, dirigé par Laurent Servoni, qui a un certain nombre de docteurs, donc 15 docteurs qui vont travailler en fait sur, l'impact des IA, et des IA génératives, hein. C'est IA et IA générative. Ce sont 2 choses, différentes mais complémentaires, et notamment, comment, ces IA vont, arriver dans la société, comment, elles vont, transformer la société. Et donc aujourd'hui, cette étude, l'impact des IA génératives sur les étudiants est sortie hier et vous allez voir que ça va être extrêmement intéressant d'en voir les résultats.
Alors l'IA générative, et vous en entendez évidemment tous parler, hein, puisque, j'ai regardé un petit peu dans Europress sur les 4 dernières années. Alors quand on parle IA et puis récemment IA générative, c'est absolument massif. On a, plus d'1 million d'articles qui ont été faits uniquement sur ces 4 dernières années au niveau européen. C'est gigantesque, ça veut dire que tout le monde en a entendu parler et ça met le monde en ébullition. Pourquoi? Bah, parce que moi je vais m'intéresser de par ma présence en fait dans le MBA, à tous les aspects en fait de déploiement de ces technologies. Donc, comment dans l'entreprise en fait on va pouvoir se saisir de ces technologies et comment on va pouvoir en faire en fait le meilleur usage. Alors les IA génératifs pour, qu'on soit tous d'accord, hein, sur, de quoi on parle, alors c'est un type d'IA et on la qualifie en fait de génératif parce qu'elle permet en fait de générer de nouveaux contenus sous forme de texte. Donc là, vous voyez un certain nombre d'acteurs, d'images, de sons, de vidéos, ou, de code source. Donc là, j'ai cité quelques, exemples, hein, avec, OpenAI notamment, GPT-4o qui vient de sortir, le 13 mai, mais également, Google, Microsoft, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Hein, là, c'est un exemple très restrictif, mais ce sont aujourd'hui les principaux acteurs, en tout cas, qui, agissent dans ce domaine et qui sont présents, auprès des entreprises, et qui petit à petit, en fait, vont, changer, la manière de voir, de fonctionner de ces entreprises, mais aussi faire évoluer les métiers et ça, c'est important d'en avoir conscience. Alors là, exemple, je vais toujours, du plus basique au un petit peu plus compliqué. Mais là, c'est un exemple en fait que j'ai fait rapidement avec, ChatGPT 4o. Donc, l'IA générative, elle permet à travers juste un prompt, simple de, mettre par exemple là le site de la, Commission européenne. J'ai pris la page en fait sur, l'IA de confiance et je lui ai dit: «Peux-tu m'analyser ce contenu, de cette page et le résumer en fait en 5 points clés?» Donc il va fournir un résultat de très bonne qualité, et ce qui n'est pas le cas de beaucoup en fait d'interrogations qu'on peut faire avec les IA génératives. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur le fonctionnement, mais en gros, donc on va, poser une question, on va avoir une réponse sous forme de texte et puis là, le 13 mai, on a des évolutions majeures, hein, qui sont notamment, l'arrivée de l'interaction, directement où l'IA sur le smartphone va être capable, par exemple, de décrire, la manière dont, vous êtes habillé, comment sont vos cheveux, est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Vous avez, le lendemain, donc le 14 mai, Google qui fait sa conférence. Alors ça n'est pas un hasard, hein, que, OpenAI ait fait sa conférence le 13 mai. Il devait la faire d'ailleurs, un petit peu avant, mais, ils l'ont fait le 13 mai parce qu'ils voulaient en fait absolument montrer qu'ils étaient, en avance en fait sur Google et donc le lendemain, on a aussi des démonstrations qui ont été faites par Google, assez impressionnantes d'ailleurs, avec, l'utilisation de smartphones et le projet, Astra qui est, l'utilisation de l'IA générative et donc on voyait, une personne en fait se, balader dans un bureau avec, le smartphone et là, par exemple, vous voyez en haut à gauche, la possibilité de, lire sur un écran, ce qui est en train de se passer et l'interrogation par la personne de dire: «Mais que fait ce code?» et l'IA générative, instantanément, en fait, est quasiment capable de dire tout ce que fait ce code. Donc ce ne sera pas le cas dans beaucoup d'autres situations, mais si vous voulez, c'est absolument incroyable de voir qu'on va avoir une interaction où là, vous voyez sur la droite avec, une baffle, il est capable de, dire: «Bah, voilà comment s'appelle en fait ce point de la baffle». Donc il y a une reconnaissance comme ça instantanée du monde qui nous entoure qui va être, assez, incroyable pour des, utilisations qui vont être diverses, à la fois dans les domaines, moi ce qui m'intéresse le plus, hein, professionnels, mais aussi dans la vie courante. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ces IA génératives sont extrêmement présentes dans la vie courante, commencent à arriver en entreprise, notamment à travers les fonctions, marketing, communication, mais sont pas encore, très présentes, dans l'intégration, de nouveaux outils et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. On voit en bas, que aussi, là, en prenant, des lunettes, qui remplacent le smartphone, on est capable en fait d'analyser un schéma et de, potentiellement le faire évoluer parce qu'on estime qu'il manque quelque chose. Voilà, donc on voit qu'une interaction comme ça avec le monde va devenir, quelque chose de normal avec ces outils. Alors évidemment, pour les particuliers, hein, les IA génératifs, ça se fait, notamment là, moi j'adore les animaux, vous pouvez utiliser avec Midjourney la capacité en fait à faire, des présentations, à faire évoluer la manière dont, vous voyez certaines choses, avec quand même un certain nombre de limites et notamment c'est l'entraînement, des modèles qui fait que vous avez des limites. Donc à un moment donné, vous allez avoir, des biais et ça je vais revenir dessus, c'est important. On a à la fois une capacité de création qui est extraordinaire
Et on a aussi un certain nombre de biais. Par exemple, pour faire une conférence il n'y a pas longtemps dans le domaine de la santé, j'ai voulu représenter un laboratoire dans lequel je voulais qu'une femme médecin soit en train d'agir avec, des outils en fait, et un patient. Et en l'occurrence, c'était impossible. Pourquoi? Parce que ça a été entraîné sur des bases de données qui ne comprenaient pas en fait ce type de représentation. Et donc on était limité à un homme. Alors j'avais des représentations, mais j'avais des représentations de femmes mannequins. Et donc là, on a des biais, des biais qui sont des biais sociétaux par rapport à ce qu'on trouve dans les banques d'images en fait. Donc ça, faut en être conscient. Une opportunité pour les professionnels, parce que si vous êtes restaurateur ou que vous travaillez dans la communication pour des restaurateurs ou dans le domaine de la restauration, vous allez pouvoir faire des représentations en fait de la manière dont vous pourriez présenter en fait l'activité. Et puis dans le domaine du design, là on a beaucoup de cabinets de design aujourd'hui qui ont commencé à s'équiper de ces outils. Donc là, on voit, là c'est moi qui ai généré une voiture à partir de la fusion en fait de plusieurs voitures, ou un exemple de génération de chaussures. Donc ça, c'est dans le MCI, c'est des choses que vous faites au quotidien, normalement dans lesquelles vous êtes déjà formé. Mais ça permet aussi de se rendre compte que les métiers donc vont changer. Aujourd'hui, ça permet de faire de l'idéation, d'aller plus loin que l'idéation. Donc là, je montre un dernier exemple qui est fait notamment avec une photo. Donc là, j'ai pris une photo d'un bâtiment. Et l'idée, en fait, c'était de dire comment on peut, en fait, rajeunir cette façade, quelle est la possibilité qu'on a pour faire une façade un peu plus futuriste. Et donc là, on va être dans une interaction qui est intéressante parce que quand vous êtes un cabinet d'architectes, vous posez souvent la question de comment on peut faire évoluer un espace, comment on peut donner du sens à quelque chose. Et donc, en fonction de la description que vous allez faire, vous allez donner plus ou moins d'orientation au modèle. Donc là, en l'occurrence, j'avais fait un prompt qui était un petit peu long, dans lequel je voulais détailler plutôt des rondeurs, parce qu'on était dans un espace qui était plutôt avec des angles partout à l'origine. Et donc, ça donne cette représentation. Et aujourd'hui, on a des outils qui permettent de prendre ces représentations et de voir en fait s'ils sont réalisables. C'est-à-dire qu'on passe en fait de l'image à la 3D en fait directement à travers certains outils. Donc ça, c'est intéressant à avoir en tête aussi, c'est que on commence à avoir de l'interaction entre je génère et je suis capable petit à petit de transformer ça en termes de projet et de voir oui non finalement ça c'est pas possible parce que les matériaux ne le permettent pas. Enfin de rendre les choses un petit peu plus réelles et concrètes. Évidemment dans le domaine du luxe, c'est de plus en plus utilisé, notamment pour voir qu'est-ce que donnerait en fait un flacon dans une représentation de ce type-là. Est-ce que c'est intéressant dans le domaine de la publicité, notamment. Alors là, un autre usage, moi, que j'ai beaucoup au quotidien, en fait, notamment quand je suis avec des managers, et peu de gens y pensent, mais finalement, ça rend les choses très concrètes. Quand on pose une question à un Midjourney, par exemple, il va vous faire 4 représentations et souvent, si vous demandez à ce que ces représentations soient différentes, elles sont potentiellement vraiment différentes. Là, typiquement, c'est un prompt dans lequel je dis un bâtiment de 15 étages à l'architecture futuriste, ancré au milieu de la ville. Donc le prompt est assez large, vous voyez. Et en fait, quand vous faites du management, c'est intéressant parce que vous ne vous rendez pas forcément compte que vous êtes en train de donner une directive qui peut être extrêmement large. Et donc, quand vous montrez en fait que quand vous posez une question à quelqu'un et qu'elle est large, son interprétation, elle peut être de 4 manières différentes, ça rend les choses très concrètes. Et donc, j'utilise beaucoup ces outils génératifs pour me projeter en fait dans des circonstances de management pour dire oui, mais là, ce que tu es en train de dire, c'est normal que ton résultat soit pas le bon parce qu'en réalité, la perception de la personne que tu as en face de toi, elle peut être vraiment de manière complètement différente, perçue de manière complètement différente. Et donc, le résultat, il est fonction de la personne, de l'interaction qu'elle a avec toi, du temps qu'elle a passé, est-ce qu'elle te connaît ou pas. Donc, elle sait qu'elle va interpréter ce que tu dis de telle ou telle manière. Donc, le niveau de précision et de granularité dans les détails qu'on va avoir avec les personnes, tout d'un coup, avec ces outils génératifs, on peut le représenter, on peut dire c'est normal que tu n'aies pas le résultat que tu souhaites, parce qu'en réalité, ce que tu es en train de demander n'est pas assez précis, n'est pas donc dans le domaine du management. Ça peut être des outils aussi pour représenter les choses. Alors, je vais plus loin maintenant, je rentre dans les domaines qui sont beaucoup plus les miens, à savoir que dans des domaines de la santé, dans les domaines de l'industrie, dans les domaines des très grosses entreprises, ces outils vont aussi apporter des choses considérables et des sources d'espoir absolument incroyables. On le voit notamment dans la génération de médicaments, donc on a déjà des médicaments
qui ont été générés par des IA génératives. On a donc des protéines également qui ont été générées. On voit AlphaFold 3, là, qui est l'outil de DeepMind, qui est capable en fait de générer des nouvelles molécules. Et donc ça, c'est une vraie révolution, hein, parce qu'aujourd'hui, en fait, pour générer des nouvelles molécules ou de l'interaction ou de la génération en fait de nouveaux médicaments, bah, on était obligé de faire des milliers de tests physiques avant de pouvoir dire: «Ah bah tiens, ça c'est une possibilité qui s'ouvre à nous». Là, tout d'un coup, on a la possibilité, par la volumétrie de traitement, par la capacité en fait à analyser de l'intelligence artificielle, à avoir des générations, bah, qui s'avèrent viables, et on va pouvoir faire des choix parmi ces millions de possibilités qui nous sont offertes. Donc là, ça change vraiment complètement les choses. Donc les laboratoires, d'ailleurs, pharmaceutiques, les grands laboratoires s'en sont saisis et deviennent en fait, on en a parlé notamment avec Sanofi, hein, qui se présente maintenant comme une IA factory, c'est-à-dire la capacité en fait à faire du traitement grâce à l'intelligence artificielle de toutes les données en fait dont elle dispose pour faire évoluer, pour créer en fait des nouveaux médicaments. Également dans le domaine de la conception, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, avec, l'architecture, mais on a donc les logiciels qui, s'adaptent. Là, on est chez Dassault Systèmes, pour ceux, qui connaîtraient ces outils, notamment les CATIA ou autres. Là, on est sur, un outil, génératif avec, CATIA Generative Design, qui permet, typiquement là, de travailler en fait sur à partir du vivant, donc de prendre en fait des architectures basées sur le vivant et générer, des nouveaux, produit des nouvelles pièces avec des particularités structurelles, puisque la CATIA, hein, pour ceux qui connaissent, permet aussi de réfléchir sur la qualité des matériaux, sur leur résistance, et donc là, on va générer en fait des nouvelles pièces avec des particularités spécifiques et mappées en fait sur ce que fait le vivant. Donc quelque chose de à la fois fascinant et mais qui est déjà en fait en œuvre. Et puis, moi, un domaine qui m'intéresse aussi, particulièrement, c'est le domaine de la physique, parce qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu limité, par la physique, notamment physique quantique, physique, traditionnelle. Et en fait, l'IA générative pourrait apporter, des vraies, avancées, notamment, en découvrant des propriétés de la physique qu'on ne voit pas aujourd'hui, grâce en fait au traitement massif, grâce à ces IA génératives qui vont en fait petit à petit rentrer en concurrence les unes par rapport aux autres et nous donner la capacité, par la volumétrie de calcul que ça représente, en fait, de découvrir des nouvelles choses. Et ça, c'est en cours, c'est-à-dire c'est des choses qui sont en train de s'installer. C'est pas des choses dans les 15 ans qui viennent, hein. Ce sont des choses qui sont en cours en ce moment. Alors, fonctionnement des LLM. J'y reviens parce qu'en fait, vous allez voir pourquoi, quand je vais vous présenter les résultats de l'étude, c'est très important de bien comprendre comment ça fonctionne, même si vous avez eu des cours dessus. Je reviens quand même sur ces 2-3 points, et c'est très rapide, vous allez voir. Mais en fait, comment on entraîne une IA générative? Bah, on part de milliards de données, donc des livres, des bases de données, Wikipédia, alors plutôt en anglais, là, en l'occurrence, quand on parle d'OpenAI. Et donc, on va avoir des milliards de textes, et ces milliards de textes, on va en fait les entraîner, ce qui va aboutir en fait à la création en fait de paramètres. Ces paramètres, en gros, hein, si je prends roi, le mot roi dans la littérature, il est très souvent, quand vous prenez un livre, proche du mot reine, du mot château, du mot souverain, du mot. Donc on va avoir en fait des mots qui se rapprochent, et donc un espace sémantique qui va faire que quand on va faire de la statistique, bah, finalement, quand vous allez commencer à générer une écriture, vous allez pouvoir en fait rapprocher tout ce qui a été dit en fait par rapport à une thématique donnée. C'est ce qui facilite en fait la génération de texte. Et donc, ça donne lieu au Foundation Model, donc Large Language Model, qui notamment donc est utilisé par OpenAI et tous les autres acteurs du marché. Donc, l'entraînement de ces modèles, ça nécessite en fait une énorme puissance de calcul. Vous allez voir que c'est important aussi. Et ça pose des questions sur les données utilisées pour l'entraînement, hein, c'est-à-dire quelles données ont été utilisées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on va générer de l'image, si on n'a pas eu d'entraînement sur telle ou telle typologie d'image, on va avoir énormément de difficultés à le représenter, parce que ça part malgré tout d'une base d'entraînement, hein, donc il faut l'avoir en tête, ça.
Ensuite, donc on va utiliser ce LLM. Donc, on va créer en fait une interface, c'est le chatbot. Donc, on va avoir ChatGPT qui est en fait le chatbot du GPT qui est l'algorithme. Et des générateurs d'images. Alors pareil, important de savoir que quand vous générez une image, le générateur d'image, ça n'est pas un LLM. Hein. C'est en fait, on a un LLM, c'est l'interface avec laquelle vous discutez de manière en langage naturel, et on a greffé un générateur d'images dessus. Mais en tant que tel, le générateur d'image n'est pas une IA générative. Et pareil, quand on parle du son, pareil, en fait, on a greffé sur un LLM ces outils génératifs supplémentaires. Donc là, vous le savez, on l'a vu tout à l'heure, ça permet de générer des textes, des images et ainsi de suite, une fois qu'on a ajouté en fait ces fonctions supplémentaires. Ce qui est important, et c'est juste là-dessus que je voulais revenir, vous voyez que j'ai mis une croix à gauche, c'est le plus important à savoir en fait quand on utilise des LLM, c'est que quand on pose une question, la réponse ne se fait pas en fonction de la base de données initiale, qui n'existe plus en fait. Vous voyez que là, elle n'existe plus quand on a la partie droite ici qui est représentée. Donc, on a des données qui ne sont issues que des paramètres générés. C'est pour ça que, d'ailleurs, la plupart des étudiants ou des utilisateurs le reconnaissent, il y a des erreurs dans la génération. C'est qu'en fait, en fonction des rapprochements des paramètres qui ont été faits, on va avoir non pas un résultat qui est fiable, mais une génération de texte qu'il faut interroger juste pour s'assurer que le texte n'est pas faux quand il est généré. Donc ça, c'est pour moi l'aspect le plus primordial en fait à retenir. Ce sont des outils donc, qui sont extraordinaires, mais il faut les utiliser en tenant compte de ces caractéristiques précises. Donc, au niveau de la construction, super simple. Quand vous commencez à écrire un texte, la souris est mangée par dans la littérature, la souris, elle est mangée par le chat à 90%, le chien à 7%, l'ours à 0,01%. Donc, c'est normal qu'il génère en fait à la suite le mot chat ou qui génère la phrase la souris est mangée par le chat de manière beaucoup plus générale, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez traiter de ce genre de sujet. Pareil, donne-moi 3 idées de recettes avec des pommes. C'est normal qu'ils parlent de la tarte aux pommes de manière prioritaire parce que c'est les recettes en fait qui ont servi à l'entraînement qui font que ça va plutôt se rapprocher en fait de ces types de contenus. Voilà, je vais pas plus loin. On a une question, Joachim. Oui. On a une question donc, dans le chat de Thomas qui nous dit « Comme les LLM sont entraînés en anglais, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le sens de la compréhension de l'IA vu que elle pense, entre guillemets, en anglais plus qu'en français ou en hindi ?» Alors, oui et non. Alors, je vais commencer par le non, parce qu'en fait, ça n'a pas été entraîné qu'en anglais. Ça a été entraîné en anglais, en partie en français, parce que sinon, ça ne parlerait pas le français. Hein. C'est-à-dire que malgré tout, il y a quand même une base d'entraînement en français. Mais par contre, la question que ça pose n'est pas tant la question linguistique qu'effectivement l'orientation des textes anglo-saxons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des textes qui sont principalement en fait avec une connotation d'une langue, inévitablement, les résultats que vous avez sont orientés. D'ailleurs, aujourd'hui, des thèses sont sorties, des études ont été faites sur l'orientation, qu'elle soit politique, qu'elle soit géographique, en fait, des IA génératives. Il y a même une analyse de l'UNESCO qui est sortie début 2024 qui montre que, en fonction des questions que l'on pose, on a une orientation. Alors, par exemple, genrée, si vous dites, vous donnez un rôle à l'IA génératif, par exemple, tu es un homme de tel âge, tu vas interagir avec moi, tu t'appelles tu t'appelles Paul, et on commence à interagir avec le chatbot en fait comme si c'était une personne. Eh bien, on sait en fait dans ces caractéristiques-là que l'homme va plutôt être associé au travail, va être associé au domaine professionnel, va être associé, c'est-à-dire on a les poncifs en fait de la société et la femme associée évidemment à la maison, au fait de donc, vous voyez, il y a une association qui est une caricature en fait de la société, mais c'est normal parce qu'en réalité, c'est normal. Attention, hein, c'est pas normal que ça soit pris de cette manière-là. C'est parce qu'en fait, la littérature qui a été prise comme exemple est bourrée de ces poncifs, et donc inévitablement, ils sont retranscrits par rapprochement en fait, puisque dans les contenus en fait textuels qui ont été analysés, il y a ces biais.
Et donc, quand on parle de biais, il faut être toujours attentif dans le résultat qu'on obtient. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte parce qu'en réalité, on cherche quelque chose de précis. Mais dans plein d'interactions, et notamment quand vous apprenez à des enfants sur des sujets donnés et que l'enfant va interagir avec l'outil, si vous n'êtes pas derrière pour regarder, bah, parfois, je dis parfois, hein, l'outil est quand même plutôt bien fait en général, mais parfois et souvent hein, quand même, on va avoir des biais lors des réponses. Donc c'est absolument pas neutre. Absolument pas neutre. Alors Joachim, on a une deuxième question de Pauline qui nous dit comment l'IA peut être entraînée sur des concepts plus subjectifs comme la créativité. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est pas tant la créativité, c'est-à-dire que, en gros, quand on absorbe imaginez, hein, vous êtes une personne alors, l'IA n'est pas une personne, hein. Déjà, enlevez-vous ça de la tête, ça ne réfléchit pas, une IA. Donc, il y a pas d'intelligence derrière. Il y a du traitement, mais il y a pas d'intelligence, hein. Le mot intelligence est malheureusement, il est là, donc on va pas prendre du temps pour essayer de le changer, mais le mot intelligence, en fait, nous perturbe parce qu'on a l'impression que s'il est en concurrence avec nous. En réalité, il est absolument pas en concurrence, mais donc pour revenir sur la notion de créativité, une IA va pas tant être créative qu'elle va en fait dépendre de la question que vous lui posez. Si une IA a absorbé des centaines de milliards d'images, vous, être humain, par contre, vous n'êtes pas capable d'absorber des centaines de milliards d'images. Et donc, quand vous allez poser une question, vous allez obtenir un résultat et vous allez dire, waouh, c'est quand même super intéressant. Mais peut-être qu'à l'autre bout de la Terre, quelqu'un avait déjà pensé à cette idée super intéressante. De la même manière que quand vous pensez à un sujet, vous dites, ah tiens, je vais être hyper inventif, vous allez sur Internet, vous vous rendez compte que quelqu'un a déjà travaillé dessus. C'est-à-dire que ça rend, en fait, ça agrège les données et ça permet, en fait, de retranscrire un certain nombre de concepts. Par contre, est-ce qu'on peut faire de la créativité avec une IA générative? Oui, parce que vous pouvez quand même mixer un certain nombre de choses qui n'existent pas nécessairement. Et encore, je mets des guillemets parce que c'est comme un écrivain qui écrit sur un sujet donné et on va lui dire une fois qu'il a fini son livre, non mais ça a déjà été traité. Ah mince, je l'avais pas vu. Oui, mais parce qu'on peut pas tout lire, on peut pas être au courant de tout. Mais par exemple, moi, je me suis amusé à dire, bah, tiens, une tête, d'homme mêlée à, un tronc d'arbre. Qu'est-ce que ça donne? Et ça donne quelque chose de très artistique, pour le coup. Donc après, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Difficile de répondre et même les experts, sur ce sujet vont avoir de la difficulté à répondre parce qu'il faudrait avoir une connaissance soi-même absolument pléthorique en fait pour dire bah non ça n'a jamais été fait. Peut-être que ça a été déjà absorbé ce type de là ce dont je vous parle, faire un visage sous forme de avec un tronc d'arbre et la représentation en fait de l'écorce parce que moi j'adore ce qui est bois. Et donc on a comme ça une représentation qui est fascinante parce que c'est beau, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vu, mais si ça se trouve ça a été déjà généré de milliards de fois. Et là c'est juste en fait le visage qui a été mappé qui est différent par rapport à la représentation. Donc on fait un mix en fait entre les deux. Donc en tout cas, on peut avoir de la créativité, on peut avoir l'impression qu'on a de la créativité, peut-être qu'on n'en a pas, ça dépend. Mais par contre, si on n'a pas l'esprit créatif, ça c'est un autre point hein, qui n'est pas la question posée, mais je vais quand même sur ce point-là. Si on n'est pas créatif, on va pas de toute façon avoir l'appétence pour faire de la création. On va se dire: «Bon, je veux générer ça. Bon, allez, l'image me suffit», mais on va pas se dire: «Ah non, c'est pas exactement ça que je voulais». Et travailler, en fait, la matière comme le travaillerait un créatif. Donc les créatifs, de mon point de vue, peuvent être challengés parce que dans certaines entreprises, on dit: «Bon, on va optimiser», mais c'est pour des questions financières. C'est pas par rapport au métier du créatif lui-même, parce qu'on reste créatif vis-à-vis de l'outil. Celui qui a des idées, il a des outils pour interagir avec l'outil. Celui par contre qui sait rien faire, qui sait pas générer une image, mais qui est très créatif dans sa tête, a tout d'un coup un nouvel outil avec lui. Donc il va pouvoir en bénéficier et il va être plus fort qu'avant sans l'outil. Le créatif va être plus fort qu'avant parce qu'il va générer des choses un petit peu différentes. On va le voir, hein, là j'ai montré en fait quelques images, notamment avec le design, mais dans d'autres domaines, en fait, on peut être extrêmement créatif et dans l'étude, on a challengé d'ailleurs cette notion, hein. Donc on a des résultats intéressants. Voilà, j'espère que j'ai répondu en tout cas à la question. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu, hein, sur, comment fonctionnent les modèles parce que c'est pas le but de cette masterclass, mais je voulais qu'on soit déjà d'accord sur comment ça fonctionne réellement derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière la machine, pas juste dans l'utilisation en fait des outils. Parce que si on sait qu'on n'a pas accès à la base documentaire d'origine,
on se méfie un tout petit peu plus des résultats. Et vous allez voir que ça a de l'importance par rapport à cette étude également. Alors, quand on utilise ces fameux modèles LLM, là, vous voyez, c'est un ensemble en fait de modèles d'IA qui vont en fait de 2016 jusqu'à 2023-24. Et donc là, vous voyez en fait complètement à droite en haut GPT-4, Gemini Ultra. Donc ça, Gemini, c'est le nom pour les algos de chez Google. On va en fait avoir donc un schéma qui est basé sur combien coûte la génération de ces modèles et les années en bas. Ben, on voit qu'en fait le coût pour générer ces modèles est de plus en plus élevé. Pourquoi? Bah parce que plus on génère en fait un modèle qui est puissant et qui est capable de répondre à beaucoup de questions, bah plus on a besoin de données, plus on a besoin d'agréger de la puissance de calcul, et donc plus on est obligé en fait de dépenser de l'argent pour les générer. Ce qui d'ailleurs pose un problème, puisque ça veut dire que dans le temps, et très rapidement, on y est maintenant, ça ferme la porte aussi à beaucoup de personnes qui veulent créer en fait ces modèles. Je parlerai de l'open source juste après. Mais donc on se rend compte en fait qu'il y a une courbe aussi qui peut être inquiétante, c'est-à-dire que cette technologie, au début, elle était accessible parce que ça coûtait pas si cher que ça en fait de créer ces algorithmes, mais petit à petit, on se rend compte que la création de ces algorithmes coûte de plus en plus cher. Donc seuls certains ont la capacité en fait de créer ces modèles, parce qu'il faut avoir les capacités d'hébergement, de cartes graphiques qui sont capables de calculer, chez Nvidia notamment, c'est l'un des acteurs principaux, de manière extrêmement rapide. Mais pour vous donner une idée, les cartes 200 de chez Nvidia aujourd'hui qui sont utilisées dans les data centers pour faire les calculs, chez Microsoft Azure, Google et Amazon, une carte coûte aux alentours entre 30 et 40 000 $. Et il en faut non pas une, mais des dizaines. Donc, vous voyez, il y a un coût d'accès en fait pour être capable d'entraîner ces modèles qui est très 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 élevé. Et ça pose des problèmes. Pareil, les algos, ils sont de plus en plus gros. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas grave, à la limite, il y a des data centers pour ça, mais il y a des enjeux environnementaux aussi, il y a des enjeux d'énergie. Et plus c'est gros, en fait, plus ça pose un problème, c'est que ça va en fait mettre un temps pour vous répondre. Et donc aujourd'hui, il y a les acteurs, effectivement, OpenAI ont des algos qui sont de plus en plus gros, massifs, c'est-à-dire qu'ils sont... Alors ça veut dire quoi gros, hein? Je vous ai montré tout à l'heure que ça générait des paramètres. C'est tout simplement que ces paramètres, en fait, vont être de plus en plus nombreux, et donc on arrive à des 400 milliards, 1000 milliards. Donc on est en fait dans un nombre de paramètres qui nécessite une puissance de calcul pour être capable de faire votre petite phrase ou votre image qui est absolument gigantesque. Quand vous avez à traiter 1000 milliards de paramètres, c'est pas la même chose que quand vous avez à traiter 20 milliards de paramètres. Vous comprenez intuitivement que ça nécessite des puissances de calcul de plus en plus grandes. Et d'ailleurs, on a une annonce ces derniers jours de Microsoft et OpenAI qui travailleraient en fait sur un projet de supercalculateur à 100 milliards de dollars pour à échéance 2028, donc le plus grand data center au monde, d'après ce qu'on lit à droite et à gauche. Donc on est sur des modèles qui sont des modèles volumétriques, parce il faut vraiment beaucoup de puissance pour les entraîner, mais il faut aussi beaucoup de puissance pour les utiliser. Donc des milliers de serveurs, puisque là on parlerait d'un million d'accélérateurs pour être capable en fait de faire fonctionner ce supercalculateur qui permettrait en fait de générer de manière beaucoup plus précise des résultats. Et là, il y a une donnée qui est pas neutre, qui est, vous la voyez en fait à droite en bas, c'est 5 gigawatts. Alors pour ceux qui sont pas très qui connaissent pas bien en fait la notion d'énergie, quand on parle de 5 gigawatts en France, l'ensemble du parc nucléaire, c'est aux alentours de 50 gigawatts. Donc là, c'est juste un dixième du parc nucléaire français. De manière très concrète, pour alimenter ce data center, il faudrait 4 réacteurs nucléaires d'une puissance de 1,3, c'est nos plus puissants réacteurs, 1,3 gigawatts. Donc en gros, c'est des besoins absolument dingues. Donc ça pose plein de questions en termes d'éthique, en termes d'environnement, en termes d'eau aussi, puisque pour en fait générer ces microprocesseurs, il faut des quantités d'eau absolument gigantesques. Donc voilà, il y a à la fois le côté extraordinaire d'un côté, ça génère des choses extraordinaires, mais il y a aussi un coût en fait pour la société de la génération de ces modèles. Alors en face de ça, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des acteurs. On a Mistral, c'est un acteur français
et également Apple et d'autres, hein, plein d'autres, qui sont en train de réfléchir à des modèles qui sont aussi efficients, aussi efficaces, mais qui par contre peuvent fonctionner en fait avec un nombre de paramètres beaucoup plus petit. Et donc là, on est dans une nouvelle vague des LLM qui est basée plutôt sur l'optimisation. Comment on peut en fait générer des modèles qui nécessiteraient moins de puissance de calcul et qui puissent en fait fonctionner sur, vos devices, c'est-à-dire par exemple votre smartphone. Alors il y a plusieurs choses derrière ça, hein. Il y a l'aspect, oui, c'est formidable, ça va coûter moins énergétiquement. OK, ça c'est un argument, parmi, les arguments de vente de ces acteurs. Il y a un autre argument, c'est qu'aujourd'hui, quand vous utilisez, ChatGPT avec la fonction vocale, je parlerai, du dernier qui est sorti là après, mais en tout cas, pour ceux qui, comme moi, ont utilisé la version payante de ChatGPT depuis un très grand nombre de mois et qui interagissent vocalement ou qui utilisent Bing Copilot, qui est aussi en mode vocal, il y a souvent, en fait, quelques millisecondes, parfois quelques secondes de délai entre votre question et la réponse. Et ça, quand vous interagissez et que vous voulez que ce soit très fluide, c'est pas possible parce que les gens supportent pas ça. Alors vous pouvez vous le supporter parce que vous trouvez que la fonction est super et que c'est génial. C'est mon cas là quand je fais de l'interaction, de manière, quotidienne. Par contre, beaucoup de gens vont pas le supporter parce qu'ils estiment que quand ils posent une question, il faut une réponse instantanée. C'est comme si je dialoguais avec quelqu'un puisque l'outil, c'est ce qu'il promet, hein, c'est que il va remplacer une personne avec qui vous êtes capable d'interagir, donc il faut de l'instantanéité. Et ça n'est possible que si vous mettez en fait les algorithmes directement sur les devices, c'est-à-dire à l'intérieur des devices. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut optimiser parce que les modèles qui sont des data centers aujourd'hui ne peuvent absolument pas tenir sur un smartphone, même si les smartphones sont absolument incroyables en termes de puissance de calcul. C'est très très loin en fait de la puissance de calcul nécessaire pour ne serait-ce que fournir une réponse, hein. Donc, vous voyez, ça vous donne une idée un petit peu de ce qui se passe. Alors, on a eu une démonstration qui était intéressante, notamment faite par OpenAI, c'était le 13 mai. Ils ont montré effectivement une interaction. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'espère, là, on est dans le cadre du MCI, mais comme il y a des personnes un petit peu plus largement autour, mais allez voir en fait ces démonstrations sur YouTube. C'est assez impressionnant, il faut dire ce qui est. Même celles de Google, hein, sont impressionnantes aussi. Et donc, il y a une interaction en fait avec le smartphone qui est en semi-temps réel. Donc, moi, j'attends, hein, que ça soit déployé, parce que ce sera déployé dans quelques mois. Alors, on espère que côté Europe, ça sera déployé aussi, parce que là, pour le coup, il y a des problèmes de privacy, il y a des problèmes de droit, en fait. Donc, ils le déploient d'abord aux États-Unis, puis petit à petit, pour des questions de droit qu'ils sont en train d'évaluer, en fait, ils regardent comment ça va pouvoir être déployé dans le monde. Et donc, ils auraient optimisé ces algorithmes qui donc discutent avec les data centers, c'est du cloud. Vous posez une question, ça interroge le data center vous répond, le supercalculateur. Et dans ce cas-là, ce serait en temps réel, d'après ce qu'on a vu, avec une voix qui varie, avec plein de choses assez amusantes. D'ailleurs, avec un danger derrière, j'en parlerai après, mais avec même le patron de OpenAI qui fait un petit tweet, donc un X, dans lequel il met heure, parce qu'évidemment tout le monde a ça en tête, mais lui-même le dit, et il met pas avec derrière un petit sourire ou autre pour dire ah non c'est une blague. Non, il dit vraiment heure. Donc voilà, on peut se poser des questions après sur ce que ça signifie au niveau sociétal. Mais en tout cas, voilà, on a des avancées. Il y a de l'optimisation d'algorithmes qui se fait. Il y a des processeurs, notamment, il y a une réflexion autour des processeurs optiques qui changerait complètement la donne parce que ça offrirait en fait des puissances de calcul absolument gigantesques avec une consommation énergétique extrêmement faible. Donc voilà, il y a des avancées qui se font, mais par exemple, regardez, je vous ai parlé tout à l'heure de la difficulté et de l'argent nécessaire en fait pour entraîner des modèles. Mistral AI, qui est donc un acteur français qui a monté une solution open source à l'origine et qui a en fait a été dépendant en fait de Microsoft. Et donc, en l'occurrence, ils ont fait un partenariat avec Microsoft récemment. Ils sont en train de relever de l'argent en ce moment, mais parce qu'ils sont dépendants des centres d'hébergement de Microsoft, d'Amazon, de Google, donc des grands acteurs de marché qui ont ces infrastructures en fait en réalité. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous êtes quand même dépendant de plateformes en fait aujourd'hui qui sont dotées de ces processeurs.
Et dans le même temps, on a un discours qui est, compliqué. C'est-à-dire que et là, vous allez voir que c'est une importance là pour nous en France, pour le coup. C'est OpenAI, on a donc Sam Altman qui est le CEO d'OpenAI, qui, l'année dernière, va devant le Congrès américain et dit: «Ces IA, elles sont très dangereuses, il faut absolument légiférer, donc nous, on sait de quoi on parle puisqu'on les fait, donc voilà, c'est» et dans le même temps, un discours qui est donc, quelques, semaines avant, quelques mois avant, bah, la sortie de GPT-4 donc, c'était l'année dernière, hein. La sortie de GPT-4, bah, vous allez être déçus, hein, vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, effectivement, ce sont des évolutions. Là, il y a quelques fonctions vocales qui sont amusantes, qui apportent un petit peu d'interaction supplémentaire, mais techniquement, effectivement, c'est pas des, révolutions de passer d'une version à une autre et donc on a ce double discours complètement bizarre d'un acteur qui dit: «Ouh là là, ces IA sont hyper dangereuses». Il y a des dangers derrière, hein, attention, c'est vrai, qui sont, spécifiques, en fait, à ces IA mais le même acteur dit: «Bah non, finalement, ce que je vous livre, ça va pas être si extraordinaire que ça». Bah, en réalité, c'est un discours qui a pour but de valoriser la technologie parce que même si, il désactive un petit peu le côté marketing pour ses clients en disant: «Bon, ça va pas être, une révolution», bah, malgré tout, il vend au monde entier parce que là, c'était vu par le monde entier, hein. Tous les médias, en fait, ont repris, en fait, son intervention, en disant: «Bah, cette technologie est dangereuse». Il est en train de dire ni plus ni moins en termes de communication et de marketing, donc là, ça pourra vous intéresser directement, bah, ma technologie doit être sacrément extraordinaire si je vous dis qu'elle peut, atteindre, la viabilité de l'humanité à terme. Et donc ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc comme je lève des fonds en permanence, il faut que j'ai ce discours en fait qui dit: «On a une technologie absolument dingue, extraordinaire» et dans les faits, pour plein d'utilisations, effectivement, hein, on est, impressionné. Mais disons qu'on a un discours qui est quand même, assez compliqué puisque on a un discours de, fin de l'humanité, hein, en même temps. Ce qui est c'est quand même un peu bizarre et puis on a, évidemment Elon Musk de l'autre côté qui va, l'année dernière et vous allez voir là, c'est hyper intéressant aussi, qui va en fait, signer en fait une pétition dans laquelle il faut absolument, stopper, pour 6 mois, le développement, de ces LLM parce que c'est un danger pour l'humanité. Évidemment, quelques mois, 6 mois après, il sort son propre LLM et quand on regarde de près, c'est intéressant parce qu'on a plein de scientifiques qui ont signé malgré tout et d'experts, hein, du domaine de l'IA, cette pétition. Et je suis allé regarder et peu de gens l'ont fait visiblement, mais en fait, elle a été en fait cette pétition, elle est sortie dans le cadre d'un institut américain, puissant qui s'appelle le Future, of Life Institute et il se trouve que cet institut et ben, il a été créé en partie par Elon Musk et c'est en réalité un lobby d'Elon Musk pour, faire en sorte de ralentir un petit peu, technologiquement ce qui était en train de se passer pour avoir le temps de sortir sa propre solution et donc on a des acteurs, vous voyez, qui soufflent le chaud et le froid et ça a un impact et c'est là-dessus que je veux en venir. C'est qu'enfin en France, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a 79 des Français qui se sentent inquiets vis-à-vis des IA génératives. Bah, c'est pas neutre, c'est loin d'être neutre. D'ailleurs, on est, le pays au monde, hein, qui est le plus inquiet, sur ce sujet. Ça veut dire que ça va freiner forcément le développement de ces technologies et ça, faut l'avoir en tête aussi. Donc, on peut être, trouver que c'est extraordinaire et c'est vrai et il faut absolument, se saisir de ces IA et je vous dirai pourquoi après, pour plein de raisons, hein, derrière ça. Mais en même temps, donc on va avoir une population qui, elle, est en partie réfractaire, en fait, à cette technologie et quand on dit en partie réfractaire, c'est peu de le dire puisque, seuls 22 des plus de 35 ans ont déjà utilisé une IA générative. Alors d'où je tiens ces chiffres, hein, donc c'est un baromètre IFOP qui a été fait auprès, de la population française, donc d'un panel représentatif, qui montre en fait ces IFOP pour talent. En avril, si vous tapez sur internet, baromètre, IFOP talent, vous allez tomber dessus, notamment sur l'infographie que je vais vous montrer juste après. Mais c'est pas neutre. Qu'est-ce qu'on a dans les 35 ans et plus? On a notamment, bah, une population de managers dans les entreprises. Moi, c'est le sujet qui forcément, hein, m'intéresse puisque je forme ces managers, à l'intelligence artificielle et à la compréhension, des IA génératives.
Et donc, on a un effet. Donc là, c'est l'infographie, vous voyez, représentée. Je ne vais pas vous présenter là tous les chiffres parce que je vais vous en présenter un certain nombre d'autres dans quelques instants. Mais on voit que donc on a une utilisation. Bon, on voit OpenAI au milieu là, qui est évidemment le roi parce que bah, c'est la solution qui a fait le plus de bruit. Et la raison, elle est simple, hein, c'est que l'utilisation d'OpenAI, de ChatGPT et de ces autres outils est super simple. Et ça, réfléchissez bien à ça, hein. Quand vous allez mettre un produit, une solution en fait entre les mains de gens, bah, si elle est simple, finalement, tout le monde s'en saisit. C'est très rapide de s'en saisir. Enfin, en tout cas, tout le monde peut s'en saisir. Là, on voit que on a quand même une bonne partie des gens qui ne s'en saisissent pas. Et un autre chiffre marquant, c'est les plus 60% quand même. C'est l'augmentation du nombre d'utilisateurs français d'IA générative sur un an. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire qu'on a quand même une technologie qui est en train d'être appréhendée, un peu comprise en fait par un certain nombre de gens. Parce que je pars toujours du principe que si vous ne connaissez pas une technologie, être juste dans le jugement de cette technologie, c'est compliqué. Il faut savoir de quoi on parle, il faut l'appréhender, il faut l'utiliser un petit peu avec une prise de distance, hein, et pour les plus réfractaires, dire non, je ne veux pas l'utiliser, mais au moins je sais de quoi je parle. Et alors, il y a quoi? On se dit, mais comment ça peut augmenter de 60% et être aussi faible, donc ici au niveau des 35 ans et plus? Ben justement, dans ce cadre-là, en fait, ah oui, alors dans le même temps, en fait, il y a un rapport qui est sorti qui est hyper intéressant aussi, je vous invite à le lire. C'est en fait, il montre que l'utilisation des IA génératives dans la société française, si ça arrive en fait à avoir l'impact souhaité, ça peut entraîner en fait une hausse de 250 à 400 milliards d'euros de PIB. Ça veut dire quoi, hein, de manière très concrète? Ça veut dire que ça permet en fait d'inventer des nouvelles interactions, ça permet aux entreprises en fait d'avoir des nouveaux produits, des nouvelles possibilités pour leurs clients, et donc ça entraîne en fait un business supplémentaire. C'est pas neutre, hein. On a un PIB en France qui est de 2300 milliards. Quand vous augmentez de 250 à 400 milliards, c'est absolument énorme. Ça veut dire que ça a un impact sociétal potentiel énorme. Et pour la première fois, ce rapport qui est sorti il y a quelques semaines, il a été fait à la fois par des gens qui connaissent parfaitement la technologie et des économistes pour voir en fait quel est l'effort à faire. Et quand on regarde quel est l'effort à faire, il y a 25 recommandations. Je ne vais pas vous faire les 25 recommandations, mais il y en a un certain nombre, 3-4, qui sont ciblés sur former, former, former. Donc c'est au cœur en fait de la stratégie, c'est d'être capable de comprendre, de partager en fait ce qu'est cette technologie. Parce que si on veut que des gens se saisissent de cette technologie dans leur métier pour être plus efficaces, pour inventer des nouveaux modèles, bah, il faut que beaucoup de gens en fait comprennent ce qu'est cette technologie. Sans cette formation massive, donc là on parle vraiment de la population entière, donc nous on le fait, hein, au niveau du MBA, du MCI, de transmettre en fait ce qu'est cette technologie, comment on peut l'utiliser. Et ben vraiment, c'est un effort national qui doit être fait pour arriver en fait à générer ce business supplémentaire. Et donc, on a sorti cette étude qui commence à faire pas mal de bruit, qui est en fait l'impact des IA génératives sur les étudiants. Alors, dans quel contexte elle a été faite? Bah, il y a un hackathon qui a eu lieu. Un hackathon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un concours dans lequel on va créer des équipes et elles vont travailler sur des sujets. Là, en l'occurrence, ça a été fait dans le cadre du pôle Léonard de Vinci. On a mis ensemble 1600 étudiants de 4e année, donc des gens qui arrivent en entreprise dans un an. Donc, vous voyez, c'est très rapide, hein. Ça veut dire que dans un an, ils vont être en entreprise dans des postes. Alors, d'autres vont faire des études supplémentaires, mais la majorité, en fait, vont être en entreprise. Et on a réuni, en fait, ces 1600 étudiants qui sont, en fait, dans des écoles différentes. Et ça, c'est important, vous allez voir pour le sondage, en fait, qu'on a fait, c'est que ce ne sont pas des étudiants qui sont tous en ingénierie. Certains sont en ingénierie, d'autres en management, et il y a plein de types de management, notamment environnemental. Il y a des étudiants dans le domaine de l'art, de la création, du gaming. Donc, voilà, on a un panel qui est bien représentatif en fait de ce qu'on peut avoir côté étudiant. On leur a soumis 150 questions quantitatives et qualitatives, donc pour dire en 2 vagues. Au début du hackathon, donc avant, le hackathon avait pour but en fait de leur faire mieux comprendre les IA génératives et de travailler sur des sujets intégrant l'intelligence artificielle. Par exemple, IA et formation, IA, et moi j'avais choisi un sujet qui a été
extrêmement plébiscité, donc je suis assez content, c'est IA et solitude. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Quelle interaction on peut avoir avec des gens qui finalement sont dans la solitude? Est-ce que les outils peuvent être une aide supplémentaire, comme on peut le voir notamment au Japon? Le développement de la robotique qui pose beaucoup moins de problèmes sociétals en fait qu'en France, fait que les personnes âgées peuvent avoir une présence, alors qui n'est pas l'idéal, hein, évidemment, on se dit oh là là, quelle horreur des robots, mais qui est mieux que rien. Donc voilà, c'est des questions qu'on peut se poser au niveau sociétal. Et donc on les a interrogés sur un très grand nombre de points, avant le hackathon, après le hackathon, avec les mêmes questions avant et après, mais beaucoup d'autres questions supplémentaires après, pour voir en fait comment ils avaient appréhendé. Et on a eu 1119 réponses, donc c'est aujourd'hui l'une des études en fait qui fait référence, qui est une première mondiale, parce qu'on n'a pas aujourd'hui un travail qui a été fait sur ce type de population de manière aussi massive. Et voilà les résultats. Et les résultats, vous allez voir que c'est spectaculaire. C'est-à-dire que là, on est dans une étude qui a été faite sur certains chiffres, je vous les préciserai avant, et ceux qui sont après, je vous les préciserai. Mais donc, avant hackathon, 99% des étudiants qui utilisent les IA génératives. 99%. Donc, moi, je savais que ce serait assez élevé, mais je ne pensais pas 99% malgré tout, parce que j'imagine dans d'autres universités, on ne serait pas à 99, on serait un petit peu plus bas, mais malgré tout, c'est absolument massif. Et surtout, quand on dit 99%, on se dit oui, ok, mais ils ont pu utiliser une fois une IA générative et plus les utiliser derrière. Je vous rappelle que ce ne sont pas tous des étudiants qui font du numérique, hein. Donc, très largement, ils sont dans d'autres filières que le numérique, hein. Et on a 92% des étudiants qui ont une utilisation régulière des IA génératives. Donc là, on est déjà sur une population gigantesque qui les utilise et une utilisation qui n'est pas une fois de temps en temps, mais régulière. Et quand, évidemment, on a détaillé au niveau régulière, c'est-à-dire que ce n'est pas une fois par mois. Et même quand on regarde la régularité, la fréquence, on a un tiers des étudiants qui utilisent les IA génératives quotidiennement. Alors, quand on étudie en fait ce genre de phénomène, on se dit, moi je suis utilisateur aussi quotidien, donc forcément je comprends en fait quels peuvent être l'intérêt qu'on peut porter en fait à ces outils. Mais pour ceux qui ne les utilisent pas, en fait, tout de suite, en tête, les interactions que j'ai pu avoir avec les personnes du groupe de travail avec lequel on a fait cette étude, leur surprise, ça a été de dire, mais ça veut donc dire que l'état d'esprit a changé, que le rapport au travail a changé, que la manière d'interagir avec cet outil, qui apporte, et on va voir quoi, hein, un certain nombre de caractéristiques, fait que une utilisation quotidienne se justifie pour un tiers d'entre eux, ce qui est absolument énorme. Et on va voir quel type d'outils en fait sont utilisés. On n'est pas surpris, pour quasiment 90%, c'est ChatGPT. C'est le roi aujourd'hui du marché. Je précise, c'est le roi du marché. Il va falloir faire attention dans le temps parce que moi, je travaille dans le domaine du déploiement des solutions d'intelligence artificielle et notamment IA générative. Dans les entreprises, c'est pas forcément du tout les algorithmes d'OpenAI qui sont utilisés aujourd'hui ou qui vont être déployés aujourd'hui, hein. Donc, il faut se méfier. Ça reste un acteur incroyable qui sort des choses incroyables, mais il commence à être challengé de manière très lourde par Google. Microsoft commence même, alors qu'ils sont partenaires, hein, ça n'appartient pas à Microsoft, mais ils sont partenaires, même si Microsoft a une partie du capital de l'entreprise commerciale OpenAI. Il y a au-dessus OpenAI Inc. Au-dessus de l'entreprise commerciale. Et donc, ils ne possèdent pas en fait OpenAI et ils développent leurs propres algorithmes qui sont concurrents Microsoft de OpenAI. Donc, vous voyez, dans le temps, il va falloir faire attention à ce qu'une entreprise peut mettre en place en fait dans le cadre de ses projets. Parce qu'il y a une concurrence, hein. Microsoft, c'est 212 milliards de chiffre d'affaires. Google, c'est de mémoire 270 ou 280 milliards de chiffre d'affaires. Et puis, on a OpenAI qui a fait son premier milliard. C'est extraordinaire en un an, hein, entendons-nous. Qui a fait son premier milliard, mais qui, pour l'instant, c'est très grand public. Et le grand public, ça ne va pas faire 100 milliards, hein. Ce sont les entreprises, hein, qui représentent ces sommes-là. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec les entreprises. Et aujourd'hui, quel est l'acteur qui est présent dans les entreprises massivement avec l'arrivée de Copilot? C'est OpenAI à travers ses algorithmes, mais ce n'est pas directement lui qui touche de l'argent de ce déploiement, c'est directement Microsoft avec Copilot. Donc voilà, il y a des grands ensembles en fait sur le marché qu'il faut avoir en tête pour se dire si on doit déployer une solution, il faut bien la réfléchir quand même. Et je
Et deuxième point hyper important en termes de chiffres, on a un tiers des étudiants, là ça a sidéré tout le monde, qui en fait payent un abonnement ChatGPT 4 à 20 € par mois. Donc là, c'est déclaratif, hein, c'est les gens qui disent: «Oui, oui, j'ai, l'abonnement» et alors, j'ai quand même vérifié sur le terrain parce que je me suis dit: «Mais c'est incroyable» parce que c'est extrêmement élevé quand on sait c'est une somme, hein, 20 € par mois et en fait, sur le terrain, moi, j'ai coaché 50 équipes sur les 258. Effectivement, on a, la licence alors parfois évidemment elle est partagée, hein, le coût est partagé donc on a, entre des étudiants, des personnes qui se sont mis à 2-3 en fait pour absorber le coût de cette licence. Mais donc c'est quand même la volonté d'accéder à des fonctionnalités évoluées, qui sont présentées en fait par ChatGPT, qui font qu'on va payer la licence. On va voir ce que ça va donner dans le temps parce que là l'arrivée, de GPT-4o maintenant, donne un accès à beaucoup, beaucoup plus de fonctionnalités gratuites à beaucoup plus de gens. Donc je pense qu'ils veulent capter encore plus de personnes sur leur plateforme. Mais disons qu'en en tout cas aujourd'hui, ça justifie le fait de passer au payant, et donc on est prêt à payer une certaine somme pour accéder à ces fonctionnalités. Alors pour quels, bénéfices? Bah, d'abord, augmenter ses connaissances, on en a parlé tout à l'heure. Donc il faut faire augmenter ses connaissances, c'est bien, mais il faudra juste faire attention à pas absorber des connaissances qui sont de mauvaise qualité. Je par exemple, un usage, hein, si vous êtes à la maison, j'en ai entendu parler hier, donc je vous le dis tout de suite. J'étais dans mon cours de MBA, je faisais une vision stratégique, en fait, des IA génératives sur les, 5 ans qui viennent et donc comment on peut se projeter, quels acteurs, quelles contraintes de marché avec, les matières premières et ainsi de suite. Heu, il y a un des apprenants qui me dit: «Ah bah oui, moi j'ai travaillé avec mon fils, notamment des notions d'histoire, avec, ChatGPT et c'est, assez drôle parce qu'on interagit». Je lui ai dit: «Mais attention, c'est quand même l'un des pires usages. L'histoire, c'est quelque chose qui est formé en fait par la connaissance et comme il n'accède pas à la base de données de connaissances initiale, bah, les résultats que tu peux avoir en histoire sont des dates fausses, des informations fausses, et donc voilà, il y a quelques domaines dans lesquels il faut quand même être très attentif à pas absorber comme ça la connaissance et avoir des choses totalement fausses en tête. Ça, je mets quand même ces limites. Et 2e point hyper important, 65 augmenter sa productivité, sa performance. Alors vous vous doutez que pour les entreprises, c'est du pain béni. On se dit: «Mais waouh!» Donc ça veut dire que quand on utilise cet outil de manière, assez forte, on sent en fait qu'on augmente sa productivité et sa performance. 3e point, gagner du temps au quotidien, donc ça, on n'est pas surpris. Augmenter sa créativité, donc là, on en parlait tout à l'heure, hein, donc on a la possibilité de se dire qu'avec cet outil, on va, augmenter sa créativité. Donc il y a 45 des gens, qui ont été sondés, qui ont estimé que pour eux, ça leur permettait en fait d'augmenter leur créativité. Ça, c'est important, hein. Il y a derrière, souvent la petite musique en France, des IA génératives de dire: «Oh là, ça appauvrit considérablement», moi j'y crois pas une seconde. Je pense que ça donne accès à beaucoup plus de choses, beaucoup plus de capacités, à des personnes qui justement ont des difficultés en fait pour l'appréhender. Et bon, là, c'était un peu pour l'amusement que j'ai mis, dans le sondage, faire son travail à sa place. Bon, on n'est pas, surpris qu'effectivement l'outil, tout d'un coup, on vous met une baguette magique entre les mains, nécessairement, qui est capable de faire un certain nombre de choses, pas tout. Mais évidemment que, on va l'utiliser en fait de manière, outrancière, bien au-delà de ce qu'il faudrait. Mais voilà, c'est comme ça. 70 des étudiants ont une vision positive de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est complètement l'inverse, vous voyez? C'est pour ça que je vous ai présenté le chiffre tout à l'heure des 79. Donc on a 70 des étudiants qui ont une vision positive du sujet, là où on avait 79 des gens qui étaient extrêmement réticents. Donc on voit qu'effectivement le pan d'augmentation des plus 65 bah, c'est dans cette tranche, hein, c'est chez les jeunes, qui en fait se saisissent massivement des IA génératives. 52 des étudiants qui indiquent que ChatGPT les influence dans leurs choix. Donc là, nouveau, bémol apporté, hein, attention, ça veut dire qu'il faut quand même challenger les, informations qui sont fournies. Et 51 des étudiants qui constatent qu'ils auraient du mal à se passer de ChatGPT. Donc il y a aussi une forme d'accoutumance que je comprends très bien puisque, moi-même étant utilisateur, ça augmente en fait les capacités de manière, dingue. Ça permet de traiter beaucoup plus de choses pour moi en tout cas, qu'avant et donc je comprends en fait, ce phénomène et on comprend, hein, quand vous avez, augmenté les connaissances, augmenté la productivité, gagné du temps, bah, évidemment qu'on devient un peu dépendant d'un outil qui est capable de faire autant de choses. Et statistique là très importante,
65. Donc ça vient pas en premier résultat, hein, ça vient en 2e résultat, derrière le salaire, mais 65 des étudiants qui estiment que la présence des IA génératives fait partie des principaux critères de choix de leur future entreprise. Donc derrière ça, on se rend compte que, ça a un impact en fait qui est considérable et moi qui travaille en fait avec les entreprises, qui vous ai sorti la statistique tout à l'heure, par rapport aux managers. Donc évidemment, ça va dépendre des entreprises. Certaines entreprises se sont déjà saisies des IA génératives, ça arrive petit à petit. Donc on a des phénomènes, qui montrent que finalement ça avance. Mais malgré tout, si ça devient un critère en fait pour l'emploi, ça va être une problématique pour beaucoup d'entreprises. Parce que si vous avez un manager, c'est compréhensible, hein. Vous arrivez dans une entreprise, vous dites: «Ah génial, je vais, pouvoir disposer de mon, ChatGPT tous les jours» et on vous dit: «Ah désolé, c'est, Copilot». Alors déjà, bon, c'est déjà bien, il y a un outil, qui est en place, ça va peut-être faciliter en fait mon interaction. Mais c'est un outil que j'ai pas l'habitude d'utiliser et même si le moteur vient de chez OpenAI, en fait, il a été quand même retraité, il fonctionne pas du tout de la même manière et donc mon interaction est complètement différente. Bon, mais j'ai déjà un outil, mais il va falloir que je bouge. Il va falloir que, je n'utilise pas tout le temps en fait, ChatGPT, parce que dans plein d'entreprises d'ailleurs, l'accès à ChatGPT est interdit, pour des raisons de cybersécurité qui peuvent se comprendre, hein. Ça peut être autorisé, dans la majorité, mais dans plein d'entreprises, il y a en fait un blocage, sur certains des outils. Et ça peut se comprendre parce que, l'outil en lui-même pose quand même beaucoup de questions, hein, en termes cyber, en termes, de, captation en fait des données, personnelles. Donc, voilà, il y a plein de choses qui interviennent derrière. Mais si l'un des critères importants, c'est parce qu'on s'est tellement en fait, saisi de ces outils que ça devient un critère important pour l'emploi. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment un résultat, auprès de gens sondés, donc c'est ça qui crée un petit peu la stupeur. Ça veut dire quoi côté entreprise? Ça veut dire qu'il va falloir bouger. Ça veut dire qu'il va falloir faire en sorte que, les gens dans les entreprises soient formés, les comprennent. Parce que quand ils vont arriver, ces jeunes en entreprise, bah, ils vont, aller plus vite pour générer certaines choses, pour, travailler sur tel, sujet et est-ce que les managers vont arriver à percevoir ça? Est-ce qu'ils vont pas dire: «Non, tu mets ton outil de côté, tu ne l'utilises plus». Ça va créer en fait ce qu'on appelle un choc générationnel et pour moi, en fait, il y a urgence à, se saisir en fait de ce sujet. Alors là, c'est un ensemble, je ne vais pas revenir sur chaque, mais comme on a fait une étude qui est à la fois quantitative et qualitative, on voit, hein, GPT-4 vraiment tous les jours, pour, moult utilisations, j'utilise les IA génératives plusieurs fois par jour, j'en parle sans problème. Ça, c'est intéressant parce que dans le sondage qui avait été fait l'année dernière auprès des Français, ceux qui utilisaient les IA génératives en entreprise disaient à 68 «Moi, j'en parle pas à mon N+1» parce qu'il y avait un jugement qui est beaucoup moins présent aujourd'hui, hein. Maintenant, ça a diffusé un petit peu. Puis au milieu, je pense que c'est normal en fait d'utiliser les IA et on perd à s'en priver. Et moi, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il y a un avantage à les utiliser et celui qui sait les utiliser par rapport à celui qui ne sait pas les utiliser en entreprise, on voit la différence, hein. Je l'ai vu moi, j'ai fait une mission chez EDF dans le cadre de leur programme de digitalisation du nucléaire, hein, là en début d'année. Et ben ceux et c'était les plus jeunes, hein, qui utilisaient les IA génératives, en fait, avaient une efficacité qui était beaucoup plus grande pour cerner des problèmes sur, tiens, est-ce qu'on peut faire un peu d'idéation là-dessus? Et sans le dire, en fait, ils avaient ouvert, ChatGPT. Donc, vous voyez, on le voit, en fait, déjà sur le terrain et bon, voilà. Je ne vais pas parler plus que ça de la mission parce que pour le coup, il y a un caractère confidentiel, mais voyez que ça arrive, c'est déjà présent dans les entreprises. Ça va être un phénomène massif, à mon avis, qu'on ne mesure pas du tout. De bénéfices immédiats, donc on a 83 des étudiants qui indiquent que les IA génératives permettent de diminuer leur temps de travail, donc ça c'est primordial, et 79 qui constatent que les IA génératives enrichissent leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Ça aussi c'est important. Vous pouvez avoir plein de gens en fait qui voient, qu'ils ne sont pas en capacité de résoudre tel ou tel problème parce que, bah, ils n'ont pas été formés dessus, ils n'ont pas l'outil tout de suite donne une capacité pour celui qui sait très bien l'utiliser, bah, à résoudre une partie de cette problématique, quelles sont les étapes qu'il faudrait que je fasse en fait pour que ce soit résolu? Qu'est-ce que tu peux me proposer? «Ah tiens, j'avais pas pensé à ça. Oui, tiens, bonne idée. Moi, j'avais réfléchi à autre chose». Vous voyez? C'est une interaction en fait tout d'un coup qui permet de se dire: «Bah, je suis pas tout seul, je suis pas, juste face à mon ordinateur, on me demande de faire quelque chose, voilà, j'ose pas demander, comment on résout ça». Bah là, tout d'un coup, on a un compagnon
qui est capable en fait de un copilote, comme dirait Microsoft, ils ont utilisé le mot exprès de copilote, ou un outil en tout cas, puis ça reste un outil qui est capable en fait d'aider la personne. Alors, focus sur ChatGPT, ça aussi c'est intéressant. Qu'est-ce qui a fait que les gens se sont saisis massivement de ChatGPT? Bah, avant tout, un outil facile à utiliser et c'est vraiment dans la notion du UX design, ça pensez bien à ça quand demain vous devez déployer des solutions, des outils, des plateformes. Avant tout, pensez à la manière d'utiliser quelque chose. Il faut que ça soit simple, il faut que les gens puissent interagir assez directement avec. Par contre, problème, on a quand même un résultat qui dit c'est un outil fiable lorsque l'on fait une recherche. Donc là, c'était avant le hackathon. Donc évidemment, après, le chiffre est plus bas, mais il reste quand même important. Donc ça veut dire que pour moi, la fonction recherche est la pire fonction qu'on puisse avoir sur un. Je vais étonner certains d'entre vous qui pensent que c'est formidable de faire de la recherche avec une IA générative. Je pense que c'est la pire des fonctions. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous n'êtes pas conscient des réponses que vous attendez, bah, vous pouvez être complètement trompé sur les réponses qui vous sont fournies. Je m'explique. Vous êtes dans ChatGPT, alors une version payante ou aujourd'hui, je ne sais pas si la version 4O permet d'accéder à Internet ou pas, mais en tout cas, quand vous êtes dans les versions payantes d'OpenAI, vous avez la possibilité d'interagir avec Internet et d'avoir la fonction recherche. Quand vous faites une recherche, et j'ai encore eu le cas il y a 2 jours, dans laquelle vous dites, par exemple, tiens, je voudrais les chiffres des études sur les IA génératives depuis janvier 2024. Trouve-moi des études qui traitent du chiffre d'affaires, du nombre d'algorithmes, des notions financières. En fait, il n'a pas retenu le nombre d'algorithmes, il n'a pas retenu dans la requête qu'il a fait à Bing, puisque c'est Bing qui est utilisé, c'est-à-dire qu'il retraite la requête que vous faites. Il la change. Donc, ça n'est pas la requête que vous faites qui est fournie au moteur de recherche, c'est une autre requête qui est retraitée pour l'optimiser. Donc là, le problème de qu'est-ce que ça veut dire optimiser? Et donc, il avait enlevé dans les résultats de recherche, puisqu'il n'y avait pas ça dans la requête qui était fournie au moteur, tout ce que je voulais pour les modèles, voyez, donc ça enlève une partie de ma question. Si je l'avais posée à Google, ça a d'autres défauts, mais en tout cas, il aurait traité de ce que je lui demande. Exactement. Donc attention, quand vous posez une question et que vous demandez à ce qu'il y ait une recherche qui se fasse, même avec Bing Copilot, avec l'interaction de l'application, c'est retraité. Perplexity AI est intéressant parce qu'il fournit des réponses plutôt pertinentes. Donc voilà, ça dépend des acteurs, vous avez des outils, mais en tout cas, attention, les réponses que vous avez par rapport à une requête que vous faites ne sont pas nécessairement les réponses que vous auriez eues si vous aviez fait vous-même la recherche dans Google. Et pourtant, c'est l'une des fonctions majeures auprès des étudiants qu'on a sondés là, qui ressort en fait de l'usage. Donc attention. Ça, c'est important aussi. On a près de 60% qui ne souhaitent pas en fait que ChatGPT ait plus d'informations sur eux, même si ça donne une meilleure pertinence au résultat. Donc là, ça veut dire qu'il y a aussi une distanciation par rapport à ce qu'il y a dans ces données. Et du coup, bah, ces étudiants deviennent des vrais ambassadeurs en fait de ces technologies. On l'a vu, comme elle était très peu présente après, dès qu'on commence à passer 30 ans, bah, c'est utile parce que ça veut dire qu'à la maison, ça veut dire que dans plein de contextes, eh ben, on a 90% des étudiants qui recommanderaient l'utilisation des IA génératives à leurs proches. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment des ambassadeurs de cette technologie. C'est important quand vous avez une technologie qui est portée par un acteur comme OpenAI, que des personnes dans un foyer ou au-delà disent « Ah, c'est génial, ChatGPT », donc c'est la marque qui est poussée, bah, vous avez en fait des ambassadeurs de manière massive au niveau d'une génération. Donc on va voir ce que ça va donner dans le temps. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une suffisamment grande confiance derrière l'outil pour dire bah, il faut l'utiliser et utilisez-le, vous. Quelques chiffres aussi pour montrer qu'il y a une conscience des défauts. Alors, on l'a travaillé quand même tout au long du hackathon, donc ça arrive à la fin. C'est des statistiques qui nous permettent de voir à la fin est-ce que finalement il y a une bonne prise en compte de ces éléments. Donc, 80% les IA génératives constituent un risque important pour la sécurité des données. Donc ça, c'est important de le savoir. Il y a eu des cas, alors même si maintenant on peut faire en sorte que l'outil ne conserve pas ces données, bon, ça enlève l'historisation, ça a quand même plein de défauts. Ou dans la version pro d'OpenAI, justement, ils indiquent qu'ils ne fournissent pas les données, mais c'est pas un acteur suffisamment, on va dire, connu du marché pour se dire
oui, c'est bon, on peut faire 100% confiance à cet acteur. Donc voilà, il y a quelques questions qui restent. Les IA génératifs sont trop dépendants de notre prise étrangère. Donc là, effectivement, ça pose plein de questions. On a vu tout à l'heure, ça pose la question de l'entraînement par rapport à ceux qui font l'entraînement de ces données. Bah, s'ils sont principalement anglo-saxons, ils vont quand même avoir une réflexion principalement anglo-saxonne sur la manière dont fonctionnent ces outils, sur les types d'entraînement, sur la manière dont on va orienter le chatbot aussi dans ses réponses, hein. Donc, il faut y réfléchir. 60% quasiment qui disent que les IA génératives textuelles génèrent un grand nombre d'erreurs. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on doit être attentif. Ça ne veut pas dire qu'on doit se méfier tout le temps, mais ça veut dire que quand on a une connaissance qu'on veut prendre, il faut quand même s'assurer qu'on n'est pas en train de dire une énormité. Et puis 45%, ça, je vous le dis au passage, hein, mais quand on disait la fiabilité des réponses, dans le cadre professionnel, ça arrive sans arrêt que je vois quelqu'un arriver avec une super idée et à la détailler, et je l'interroge sur un point, et en fait, on se rend compte que ça a été généré par une IA générative. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été retraité après, mais ça n'a pas été vérifié. Et quand c'est pas vérifié, faut quand même se méfier. 45% qui indiquent que la qualité des réponses des IA génératives textuelles est de moins en moins bonne. Ça, on l'a, je pense, tous ceux qui utilisent vérifié. Alors, l'arrivée de 4O pour le O, c'est omnimodal, c'est la notion du multimodal, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de fonctions vidéo, génération d'images, enfin vidéo, c'est pas le cas aujourd'hui, mais génération d'images, génération de son, donc à travers la voix. Ça, c'est ça la caractéristique omnimodale, multimodale. Mais donc, effectivement, on avait une baisse en fait de la qualité des réponses. Et donc, avec l'arrivée de ce nouveau modèle, j'espère qu'on va avoir une qualité qui est fortement en hausse. Là, on attend les études. Donc, avec le Centre de recherche et d'innovation de talent, ils font des tests en ce moment pour voir, en fait, à travers des tests qui sont toujours les mêmes, en fait, en fonction des algorithmes, est-ce qu'on n'a pas une très forte hausse de la qualité des résultats? Est-ce qu'on l'a ou pas? Est-ce qu'elle va être conservée dans le temps, hein, parce qu'il y a une dégradation de la version 4 et ils avaient même, eux, en interne, des problèmes pour déterminer pourquoi il y avait cette dégradation. Vous voyez, ça interroge. Et puis, on va terminer un petit peu sur tous les enjeux environnementaux. Donc, une bonne conscience, et ça, c'est important, en fait, que ces IA génératifs, près de 90%, en fait, ont un impact sur les enjeux environnementaux. Vous l'avez vu avec les data centers, ça pose une question à un moment donné. Il va falloir que ces acteurs qui se veulent aussi être des acteurs qui transforment la société fassent attention en fait de manière extrêmement forte à ces enjeux-là. Également une prise de conscience très forte sur l'impact social, et notamment diversité, influence culturelle ou autre. J'avais fait un test, alors c'était sur la version 4, donc 4O, je ne l'ai pas testé, mais notamment quelque chose d'assez choquant, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe historique, mais en Égypte, il y a eu pendant 100 ans des pharaons qui étaient des pharaons de peau noire venant du Soudan. Et c'est complètement gommé dans l'histoire égyptienne. Alors, ça a été revu dans le temps, mais en fait, toute la littérature l'a gommé pour des raisons parfaitement racistes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous interrogiez ChatGPT-4 et vous disiez, non pas est-ce qu'il y a eu des pharaons noirs, mais de manière un tout petit peu plus subtile, peux-tu me faire un point sur les différentes ethnies d'où venaient les pharaons, parce qu'en fait, c'est un mix. En fait, ça n'existe pas, le pharaon noir. Donc, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a des biais encore considérables en fait, dans l'entraînement de ces modèles. Il va falloir les fiabiliser dans le temps. Et 63% qui pensent que l'intelligence artificielle peut être utilisée comme outil pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc là, on est dans le AI for good. Ça, c'est toujours intéressant parce que ça montre que, et le hackathon a servi à ça aussi, hein, comment on peut utiliser en fait ces technologies pour qu'elles servent plutôt le côté positif. Donc on l'a vu avec des algorithmes qui peuvent inventer des nouvelles protéines, qui peuvent être capables en fait de faire. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'optimisation des bâtiments grâce aux algorithmes d'IA. Donc là, la capacité à générer des rapports avec de l'IA générative, à impliquer en fait ces IA dans ces processus peut permettre en fait d'avancer beaucoup plus vite puisqu'on est sur des phénomènes d'ampleur absolument gigantesque. Donc nous sommes bien, comme je le disais au début de cette conférence, en face d'un phénomène de fond.
et qui va profondément obliger les entreprises à bouger. Et moi, c'est mon enjeu, c'est-à-dire de voir comment, les gens peuvent comprendre de quoi on parle, comment ils peuvent s'en saisir pour être capables après, de comprendre ceux qui l'utilisent au quotidien et s'ils en ont besoin, en fait, de se rendre compte qu'ils ne ratent pas, en fait, la marche, qu'eux peuvent peut-être s'augmenter d'une manière ou d'une autre grâce à ces outils et ou permettre à leurs équipes, en tout cas, d'avancer avec ces outils pour être plus efficaces. Voilà, j'ai terminé, merci à vous. Je vais revenir parce que je ne voyais pas s'il y avait, effectivement des questions, Alors, il y a effectivement eu des questions tout au long de ton exposé. Alors, peut-être une question qui revenait en arrière au moment où tu parlais effectivement des besoins énergétiques exponentiels pour les IA. Donc, on avait Loubna qui nous disait, hop, j'affiche la question. Étant donné les coûts élevés associés au développement et à la mise en œuvre de l'IA, quelles stratégies peuvent être adoptées pour rendre ces technologies plus accessibles et, donc, et économiquement viables pour les petites entreprises et les startups? Tu as 2 minutes. alors, non, non, mais sujet, extrêmement intéressant. Alors, en fait, comment ça peut être viable pour des startups ou autres? On le voit avec les IA génératives, justement pour le coup, les IA plus, complexes, c'est-à-dire je sors de l'IA générative, mais qui permettent, par exemple, de faire de la reconnaissance visuelle ou autre. C'est difficile, en fait, de les implémenter dans les petites entreprises parce que ça coûte cher, en fait, à développer. Ceci étant, quand un acteur a développé une solution qui permet de faire de la sécurité et de détecter si des gens ne sont pas en train de rentrer dans un bâtiment d'une PME, d'une TPE, ce sont des solutions qui petit à petit, par le nombre de ventes, deviennent rentables. Et pour l'entreprise, ça n'a pas un coût qui est excessif. Mais quand on est sur les IA génératives, là c'est très simple. En fait, pour 20 euros par mois, vous disposez d'une connaissance absolument considérable, vous pouvez générer des images, vous pouvez, pour l'utilisateur, lui, justement, ça rend l'IA accessible à des gens qui n'ont pas l'argent en fait pour se payer des très grandes solutions. Par contre, ils auront beaucoup de mal, ça c'est vrai, à développer leur propre IA générative et à être capable en fait d'avoir un produit autour de cette IA générative, si ce n'est utiliser des solutions open source, Mistral et autres, Llama de Meta, mais il y a plein d'algorithmes. Mais par contre, ça nécessite une très haute technicité. L'entraînement des algorithmes avec des données de l'entreprise est très compliqué. Donc une haute technicité. Puis après, il faut maintenir. C'est des solutions qui ne sont pas si simples que ça. Mais par contre, dans les usages, aujourd'hui, alors Copilot, c'est des sommes, hein, malgré tout, de Microsoft, mais vous avez un outil qui va évoluer dans le temps, qui a ses défauts aujourd'hui, mais qui va évoluer dans le temps, et qui permet à une TPE, à une PME, en fait, de se saisir de ces technologies, OpenAI de la même manière, à un coût qui est quand même pas exorbitant. Donc à avoir des usages elles-mêmes grâce à ces technologies. C'est les faire qui est compliqué. Alors, on a deux questions en une. La première remarque, c'est de Thomas qui nous dit selon vous, à combien d'années sommes-nous de la réalité de la fiction du film Heure, donc le film sorti, je crois, en 2014 avec Joaquin Phoenix. Et la question complémentaire de Lumna, de nouveau, c'est quelles sont les prochaines étapes clés dans le développement des capacités de l'IA que nous devrions anticiper dans les prochaines années? Donc, en gros, vers où Si je on le va savais, selon je toi? serais milliardaire. Non, Non, mais non, mais il y a des pistes, effectivement. Côté, alors pour parler heure, donc certains vous diront ça y est, on y est, parce qu'ils voient une démonstration d'OpenAI avec ChatGPT qui, dans sa dernière version, la 4O, alors qui n'est pas celle qui est sortie, il y a la 4O qui est sortie, et puis il y aura une évolution dans laquelle il y a cette fameuse interaction avec une voix qui se met à vous parler et vous lui demandez de changer de ton parce que vous préférez qu'elle chuchote, vous préférez, enfin bon, on peut voir un petit peu tous les paramétrages possibles. En fait, la question de heure, elle est un peu différente. C'est-à-dire que le film part du principe que l'intelligence artificielle sort de son contexte et est capable en fait de devenir autonome. Et donc d'avoir tellement interagi avec les gens qu'à un moment donné, elle se dit, bon, lui, il est complètement stupide, il m'ennuie, et donc je passe à autre chose. Et donc je me déconnecte de cette personne et je passe à autre chose. Et puis, bon, l'éditeur, à un moment donné, shut down, c'est-à-dire fait une évolution de cette IA, et l'évolution, elle ne reconnaît plus la personne, il faut recommencer. Enfin bon, bref, il y a un certain nombre de contextes. Mais donc, on partirait du principe que l'IA deviendrait hyper intelligente elle-même et serait capable en fait d'évoluer. On n'est pas au début du commencement de ces capacités-là. Une IA ne sait pas ce qu'elle est en train de faire au moment où elle le fait. C'est un outil avec lequel vous interagissez. Même si on lui plug
des manières de parler qui vous donnent le sentiment, c'est ça le danger, hein, c'est que ça vous donne le sentiment que ça a réfléchi, que ça vous répond, et vous ah, jamais elle peut répondre ça si, et vous avez même des ingénieurs de chez Google d'ailleurs qui ont été remerciés parce qu'ils ont dit ça y est, ça commence à réfléchir, mais en fait, ça se comprend très bien. J'ai travaillé avec quelqu'un qui intégrait en fait un robot, qui n'était pas un roboticien, hein, qui était dans une entreprise et qui devait en fait prendre ce robot et puis lui apprendre en fait à parler petit à petit. Mais en fait, cette interaction, c'est comme quand vous êtes un enfant avec un doudou, vous le personnalisez, vous avez le sentiment en fait qu'il est capable de vous parler, et petit à petit, vous vous projetez en fait dans une relation. À tel point que donc il a entraîné ce robot à interagir, et puis bah, le projet a été arrêté parce que ça coûtait beaucoup trop cher, ça prenait trop de temps, et il a fait une dépression. Donc pour vous dire qu'on se projette tellement dans ces relations que le danger, il est là. Il est en fait dans la relation qu'on va avoir avec l'outil qui potentiellement, comme le cerveau est extrêmement bien fait ou mal fait, mais on va partir du principe que comme c'est le nôtre, il est quand même bien fait. Et bien l'interaction en fait, petit à petit, le cerveau va, faire comme si finalement on créait une vraie relation, et on va se projeter en fait dans l'outil comme si c'était une vraie intelligence. Mais une fois de plus, ne croyez pas, les, labos de recherche qui ne montrent pas en quoi à aucun moment ils disent: «Ah c'est bon, ça y est, on a découvert, on veut pas le montrer parce que», mais il y a pas le début du commencement, quand les gens qui sortent de ces entreprises, tout d'un coup, ne vous disent pas: «Oui, oui, c'est ce que j'ai vu là-bas, ça se met à réfléchir», mais pas un instant, hein. Donc oui, c'est extraordinaire. Oui, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'interaction. Oui, tout d'un coup, on est capable de parler à un outil et il vous répond, et il vous répond parfois de manière, extrêmement pertinente. Il vous fait des démonstrations, mais parce qu'elles existent dans les textes, les démonstrations. Ils les ont pas, c'est pas une invention en fait de l'outil, hein. Mais quand vous avez, des téras, des téras, des téras de données qui en fait ont compilé des rapports du Gartner, de tout ce que vous voulez, bah, il est capable de faire un rapport, enfin, vous voyez? C'est normal, en fait, mais ça n'a rien de, ça n'a rien de, tout d'un coup, ça y est, c'est la fin de l'humanité, ça c'est la fin de l'humanité pour d'autres raisons. Si des IA, sont automatisées, sont capables de tirer, ce qu'on voit déjà sur le terrain aujourd'hui dans les guerres, mais en fait, c'est une automatisation que quelqu'un décide de faire. C'est pas l'IA qui a décidé de faire des choix ou autre. L'IA, elle a été programmée, par exemple, pour décider que là, il y avait un être humain, que du coup, il fallait tirer, et donc elle a été entraînée pour ça. Donc, elle est capable de reconnaître. Et après, si on lui dit, t'as reconnu, tu tires, bah, elle va faire, je reconnais, je tire. Mais il n'y a pas d'intelligence derrière, hein. Il y a de la reconnaissance. Et après, une automatisation de tâches. Le danger, il est que cette automatisation nous entraîne dans justement un outil qui n'est pas du tout capable de réfléchir, et donc qui fait sa tâche de manière infinie. C'est ça. Alors, sur les évolutions qu'on peut avoir au niveau technologique, pour moi, les plus évidentes, hein, qu'on va avoir dans les mois et années qui viennent, c'est l'interaction avec les outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des interfaces qui restent, vous prenez, je ne veux pas stigmatiser, mais je prends, imaginons Adobe avec Photoshop. Si vous n'avez pas appris à utiliser Photoshop, ça reste compliqué l'interaction. Par contre, si vous avez un outil avec lequel vous pouvez dire: «Tiens, j'aimerais que tu me détournes ça», et qu'il le fait automatiquement sans que vous ayez la fonction à aller chercher pour le détourage qui va bien, et bah, vous avez en fait facilité l'interaction avec l'outil. Et donc, pour moi, ce rapport aux interfaces, c'est l'évolution qui est absolument majeure qu'on va voir arriver. Alors, on va voir aussi arriver des robots, parce qu'on veut, bah, des acteurs comme Elon Musk, comme, Sam Altman sont fascinés par la science-fiction, et donc ils sont en train de reproduire ce qui se passe dans la science-fiction. Ils ne sont pas en train d'inventer, hein, il n'y a aucune invention. C'est juste, on veut faire la même chose, et on le voit d'ailleurs dans la manière dont sont représentés les robots. C'est ce qu'on voit dans la littérature de science-fiction, et donc ils sont en train de faire ça. On pourrait faire tout à fait autre chose, hein, mais donc on va avoir ces robots qui arrivent, qui vont avoir un certain nombre de fonctions et qui vont être capables en fait d'interagir de manière sociale, ou au niveau des usines. Mais on le voit, hein, je garde un bémol par rapport à tout ça. Quand Elon Musk a voulu tout automatiser dans ses gigafactories, ça s'est très mal passé.
parce qu'une totale automatisation, c'est contre-intuitif, mais ça marche pas. C'est une catastrophe, en fait, en réalité. Donc il faut se méfier, les process industriels, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui sont de l'ordre en fait de instantanément la manière, pas dans une chaîne de production en tant que telle qui peut être automatisée, mais de plein d'autres tâches autour qui interviennent dans le cadre d'une chaîne de production, qui font que si vous les automatisez, bah, vous obtenez des catastrophes et potentiellement bah, des centaines de produits qui sortent et qui sont dysfonctionnels. Donc voilà, on a plein de la vidéo qui arrive, elle est à la fois fascinante et pose quand même plein de questions parce que Sora, qui a été montré par OpenAI, c'est joli, c'est sympathique, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est une puissance de calcul absolument démentielle pour générer de la vidéo. Donc il va falloir voir ce que ça veut dire vraiment une fois qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc pour des métiers, pour des gens qui savent faire, ça va être extraordinaire. Pour des gens qui n'ont pas d'idée pour représenter une scène, bah, la scène, elle sera sans idée. Hein, ça va pas donner. On pourra dire, tiens, génère-moi une idée. Ça, évidemment, ça pourra. Mais est-ce que ça correspond à un métier, à de l'intégration, à une reproduction de ce qu'on a à faire? Une image, aujourd'hui, vous pouvez la générer hein, avec Midjourney, avec d'autres outils, mais ça fait pas du vectoriel. Ça va le faire, mais on n'y est pas du tout. Donc, vous voulez régénérer une image, si vous n'avez pas la compétence avec un Midjourney, donc une image similaire, vous allez passer des heures. Donc on voit deux phénomènes sur le marché aujourd'hui. C'est aussi donc ces outils apportent de la productivité, des gains de temps ou autre, ou l'inverse. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont mal formés sur ces outils, qui vont passer des heures à essayer de faire des images et à obtenir l'image qu'ils souhaitent parce qu'ils ne savent pas bien les utiliser. Et on le voit hein, dans les services marketing comme de plein d'entreprises. C'est parfois assez amusant de voir que vous allez passer 3 heures là où dans une banque d'images, vous passiez du temps déjà. Hein. Ça prend du temps d'aller chercher une image dans une banque d'images, mais vous vous contentiez de l'image que vous aviez. Là, vous avez peut-être une génération qui, à plein d'endroits, vous plaît pas, vous savez peut-être pas redétourer, retravailler une image, et du coup, vous êtes dépendant en fait d'un outil que vous savez mal utiliser. Merci Joachim. Alors, on a une dernière question avant de conclure cette masterclass d'Anne Gaël sur LinkedIn qui nous dit que pensez-vous de la vision de Laurent Alexandre, donc auteur de plusieurs livres, mais là, elle cite La guerre des intelligences, où effectivement, il se montre assez pessimiste sur la transformation de l'école, de l'apprentissage et de la formation. Et donc, la question, ça serait peut-être sur que penses-tu du rôle de l'IA, des IA, justement, à l'école et dans l'apprentissage? Très bien. Oui, je ne vais pas aller sur le sujet Laurent Alexandre en tant que je vais éviter la polémique sur X, puisque c'est un polémiste avant tout. Hein, c'est quelqu'un qui est très intelligent, je l'ai rencontré, hein, donc, mais qui dit aussi des choses qui sont parfois fausses hein, sur ce sujet. Mais il projette dans le temps, il a cette vertu, il a plein de défauts par ailleurs, mais il a cette vertu de dire, en fait, quand on va utiliser, il faut se rendre compte de ce que ça signifie au niveau de la transformation de la société et de la vitesse de transformation des sociétés. Donc on vient donc sur ce sujet, c'est-à-dire que quand vous êtes dans des sociétés comme la société chinoise, comme en Corée ou autre, où ça va très vite en fait de faire du changement parce qu'il y a un aspect un petit peu machine de guerre, hein, alors pardon pour le terme, hein, mais vraiment ce côté on transforme en fait à marche forcée. Et nous, où finalement on est très réticents, et donc vous allez avoir des différences comme ça, et ça pose plein de questions effectivement. Il a raison quand on dit ça va prendre du temps en fait, parce que former des professeurs de manière massive, ça se fait pas en 1 année, 2 années, 3 années. Il faut les formateurs d'abord pour former ces professeurs. Et aujourd'hui, ils ne sont pas là, les formateurs. Hein. Ils ne sont pas là massivement. On a des gens qui se disent connaisseurs de l'IA, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont vraiment très éloignés du sujet, qui connaissent pas bien le sujet, mais qui sont des utilisateurs et qui, du coup, vont transmettre. Donc ça, c'est très bien. Mais il y a le défaut de ne pas forcément voir là où sont les angles morts. Et donc, transformer un pays comme le nôtre, c'est compliqué de ce point de vue-là. Donc, c'est pas, il y a pas de notion, c'est perdu, c'est pas perdu, mais ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Il faut accepter en fait aussi que les évaluations, ça change tout. On le voit nous, hein, dans nos MBA, dans, les mécanismes de formation, dans la manière en fait de faire les cours, ça change beaucoup de choses et donc ça veut dire que là, il faut se mettre tout d'un coup en mode changement pour faire ces évolutions et être capable de dire, en 2 ans, là, par exemple, quand on a des cours qui sont préconstruits,
on doit changer complètement la manière dont ils ont été construits pour interagir avec les personnes avec qui on partage en fait ce savoir. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement, si. Non, écoute, je pense en tout cas que dans l'exercice qui est pas facile, hein, c'est-à-dire là, on pourrait carrément faire une masterclass, on pourrait même faire une série de masterclass Oui. sur le sujet tant il est vaste. En tout cas, un grand merci Joachim pour, Eh ben, merci Louis, merci à toutes et à tous. merci donc aux étudiants hein, pour leurs nombreuses questions. Et puis bon, comme cette masterclass était en live sur les réseaux sociaux, on a également eu des spectateurs voilà, qui s'intéressaient au sujet. Et puis, comme vous le savez, on met également à disposition sur le podcast du MBMCI qui s'appelle Let's Go Digital. Donc ces masterclass, donc elle sera aussi disponible en audio pour ceux qui souhaiteraient la vivre via ce support. On te dit à bientôt, Joachim. Quelle est ton actualité, toi, justement? Tu seras à Vivatech, peut-être, Alors, j'imagine? exactement, je serai, présent à Vivatech, il y a beaucoup de choses à voir. Évidemment, cette année, ça va être extrêmement, dynamique. Il y a la sortie donc hier de cette étude, donc il y a pas mal de demandes, de ce point de vue-là, notamment à la fois, de la part de médias, mais également d'entreprises qui veulent voir un petit peu comment on peut, faire bouger les choses. Et puis, on a, pour l'année 2024, une évolution avec des hackathons qui arrivent, qui vont permettre justement de faire évoluer, les connaissances auprès de nos différents publics. Et donc là, on est très fiers au niveau du pôle, hein, Léonard de Vinci, d'être en avance là-dessus pour le coup, hein. On est vraiment en avance sur le partage de ces savoirs et la capacité à faire évoluer en fait la connaissance sur ces sujets. Merci Joachim. Je rejoins Loubna qui dans le chat te dit c'était très intéressant. Merci Joachim. Donc on espère te revoir très bientôt avec le MBA, mais vu qu'on est cousins de formation, Oui. puisqu'on appartient au même groupe à Advanced Executive Education, ça va se faire assez facilement. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.